Bonjour à tous, je m'appelle Guénolé Chéreau et je suis doctorant au laboratoire SATI à l'ENS Rennes et je vais vous présenter une contribution que j'ai faite à SGE 2023 qui s'appelle Réduction de dimension des prix nodaux dans un réseau de distribution. C'est une contribution que j'ai faite avec Roman Le Goff-Latinier et Hamid Benhamed qui encadrent tous les deux ma thèse. Donc c'est un papier qui s'intéresse à la gestion du réseau de distribution grâce aux flexibilités. Donc le contexte, c'est que on a de plus en plus de consommation d'énergie électrique sur les réseaux de distribution à cause des nouveaux usages. Donc ce qu'on appelle nouveaux usages, c'est par exemple les véhicules électriques, les pompes à chaleur, et de plus en plus aussi de production distribuée. Donc les productions distribuées, c'est les panneaux photovoltaïques et les éoliennes lorsque celles-ci sont implantées sur le réseau de distribution. Euh, et donc on se place du point de vue du gestionnaire du réseau de distribution, qui lui a pour rôle de faire respecter deux types de contraintes principalement. Les contraintes du plan de tension, c'est-à-dire s'assurer que les tensions de chaque point de consommation respectent bien les normes, c'est-à-dire souvent plus ou moins 10%, donc 230 volts plus ou moins 10%, et que le courant dans les lignes ne dépasse pas le courant nominal. Et donc ça, on dit qu'on évite les congestions quand le courant ne dépasse pas ce courant nominal. Il y avait deux leviers historiques qui sont le renforcement du réseau, c'est-à-dire ajouter de nouveaux câbles pour permettre de passer plus de courant et donc plus de puissance, ou alors la planification, c'est-à-dire cette fois-ci changer la structure du réseau pour que la puissance passe par d'autres endroits. Ces leviers-là, ils étaient très efficaces, mais ils vont coûter très cher si on a besoin de changer tout le réseau de distribution. Et donc une alternative à ce levier, c'est les flexibilités. Et donc je vais vous expliquer maintenant ce qu'on entend par flexibilité. Donc le cadre théorique dans lequel on se place, c'est le cadre de l'optimal power flow. Donc l'optimal power flow, c'est une formulation mathématique d'un problème d'optimisation. Donc ce problème d'optimisation, c'est minimiser les puissances échangées par chaque agent sur l'ensemble des agents en minimisant donc leurs coûts. Sous un certain nombre de contraintes, donc que je ne vais pas détailler ici, c'est l'ensemble des contraintes du réseau. Et on voit, il y a deux contraintes que j'ai déjà présentées. Donc les respects du plan de tension et les respects des limites thermiques des lignes, c'est-à-dire le respect des... En tout cas, on évite les congestions. Donc il n'y a pas forcément besoin de comprendre tout le formalisme. On peut voir ça comme une boîte noire dans laquelle on rentre d'un côté le coût de chaque agent, on fait l'optimisation, qu'on appelle Optimal Power Flow, OPF, et en sortie, on a les puissances échangées par chaque agent. Pour ceux qui sont intéressés, il y a la formulation dans le détail, dans le papier. On utilise une relaxation du second ordre pour résoudre le problème. Bon, c'est détaillé dans le papier. Et donc il y a plusieurs verrous à l'utilisation de l'Optimal Power Flow. Le fait qu'il y ait énormément d'agents sur le réseau de distribution rend le problème presque impossible à calculer. Le fait que les agents aient des préférences privées fait que, en fait, il y a certaines, on ne connaît pas la formule, par exemple, du coût de chaque agent. Donc forcément, on ne peut pas faire l'optimisation si on ne connaît pas leurs préférences. Les agents ne sont pas forcément contrôlables. Donc c'est pas parce qu'on leur dit consommer telle puissance qu'ils vont forcément le faire. Et le réseau est mal connu, c'est-à-dire on ne connaît pas exactement l'impédance des lignes du réseau. Donc il y a plusieurs façons de résoudre le problème d'optimal power flow dans les réseaux de distribution. Donc là c'est un tout petit bout de la littérature que je vous présente. Soit c'est via un signal prix, soit via des marchés des flexibilités, ou enfin via de l'apprentissage par renforcement. Donc, je ne vais pas détailler ça ici, encore une fois c'est détaillé dans la contribution. Donc le constat, c'est qu'il y a une littérature très riche et que chacune des propositions dans la littérature utilise un nombre de variables de contrôle différents. Donc pour illustrer le problème,
on peut dire que le réseau de distribution il est très complexe, et donc, par exemple, dans un réseau de distribution typique, on peut dire qu'il y a quelques milliers de nœuds. Donc si on voulait le contrôler parfaitement, il faudrait imposer en chacun de ces nœuds-là la puissance consommée par chaque agent. On se rend bien compte que ce n'est pas possible de contrôler des milliers de nœuds dans un réseau de distribution, et donc, souvent, on n'envoie qu'une, deux, trois, 10 variables de contrôle. Donc on sait qu'en faisant ça, on est sous-optimal par rapport à la solution de l'OPF, mais à quel point on est sous-optimal? Et donc on aimerait bien pouvoir comparer les performances de ces différents algorithmes par rapport au nombre de variables qu'ils utilisent et par rapport à l'optimalité de l'OPF. Donc ce que je représente sur ce graphe, c'est la sous-optimalité de la stratégie de gestion en fonction du nombre de variables. Donc ça, par exemple, je représente 4 points différents qui pourraient être issus de 4 méthodes différentes qui utilisent chacune un nombre de variables différents pour contrôler le réseau de distribution et qui ont aussi chacune une sous-optimalité différente. Et ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est dire, au mieux, on peut obtenir cette performance-là. Donc par exemple, ici, je donne la performance optimale qu'on peut obtenir en fonction du nombre de variables qu'on utilise. Donc si on utilise 100% des variables, on peut avoir la solution optimale, c'est ce que je représente là. Et si on utilise moins de variables, on sera forcément sous-optimal, mais à quel point on sera sous-optimal? Donc par exemple, on voit que ce point vert là, il est pile sur la courbe, et donc, a priori, on ne peut pas faire mieux que la solution qui est proposée par la solution verte. Et donc le but de cette contribution, c'est de se demander, est-ce qu'on peut tracer cette ligne-là? Et si oui, quelle forme elle aurait? Donc la méthode qu'on a utilisée, donc on s'est basé sur la formulation de l'Optimal Power Flow. Et donc on se demande quelle variable de contrôle on pourra utiliser. Donc comme tout problème d'optimisation, on a des variables primales, donc c'est les variables naturelles dans lesquelles s'exprime le problème d'optimisation. Ici, ce seraient les puissances échangées. On pourrait imposer en chaque nœud les puissances échangées. Mais il y a une autre formulation qu'on appelle la formulation duale. Et dans la formulation duale, il y a une variable qui sont appelées donc les variables duales qui est associée à chaque contrainte. Donc là, je les note lambda A, lambda B jusqu'à lambda F. Et donc il y a une variable duale qui est très importante et c'est la variable qui est associée à l'équilibre de puissance sur chaque nœud. Et cette variable duale, vu qu'elle est particulière, elle a un nom aussi particulier et on appelle ça les prix nodaux. Et donc on peut modifier un petit peu notre boîte noire qu'on avait tout à l'heure pour dire l'OPF, c'est pas seulement une fonction qui prend en entrée le coût des agents et qui sort la puissance, elle sort également les prix nodaux qu'on va pouvoir utiliser pour contrôler le réseau. Et pourquoi est-ce qu'on utilise les prix nodaux? Parce qu'il y a une littérature très riche sur les prix nodaux, et donc on va pouvoir s'appuyer dessus. Et en plus, ça permet d'inciter les consommateurs et les producteurs sans les forcer à consommer une puissance. Alors, les prix nodaux, je vais détailler un petit peu ce que c'est. Donc il y a un prix par nœud, comme son nom l'indique, et c'est le prix, donc c'est le prix de l'énergie et le prix de son acheminement. Donc les prix nodaux, ils sont tous égaux s'il n'y a aucune contrainte qui est active. Donc ce qu'on appelle une contrainte active, c'est est-ce qu'il y a une congestion dans une des lignes ou est-ce qu'il y a un des nœuds du réseau qui est à 230 volts plus ou moins 10%. Si une de ces contraintes-là est active, alors on aura des prix nodaux différents, sinon ils seront tous pareils. Et donc là, je représente le réseau pour une configuration particulière. Donc les prix nodaux sont indiqués par la couleur, donc vert ils sont plutôt petits et jaune ils sont grands. Alors là je ne vais pas détailler les chiffres, c'est pas ça qui nous intéresse. Et je peux représenter les prix nodaux comme un vecteur, donc là je note Pn1 pour dire que c'est l'ensemble des prix nodaux pour la situation 1. Et donc l'ensemble des prix nodaux, j'en ai un par nœud, donc j'ai Pn1,1, Pn1,2, etc. Pour un autre point de fonctionnement, j'aurai d'autres prix nodaux, et donc j'aurai un nouveau vecteur, cette fois-ci Pn2. Et donc on peut faire ça un certain nombre de fois,
et on se retrouve avec nos prix nodaux. Et donc si j'utilise tous mes prix nodaux, alors j'ai 100% de mes variables, donc j'ai autant de variables qu'il y a de bus dans le réseau de distribution, et sinon j'en ai moins. Et donc je trace ma courbe comme ça. Donc ça veut dire que on part de l'ensemble des prix nodaux ici, et on aimerait les contrôler avec moins de prix nodaux. Donc pour faire ça, on va utiliser des techniques de réduction de dimension, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser n prix nodaux, on va utiliser 1, 2, 3, 10, etc. Et cette réduction de dimension, on peut la faire avec plein de façons différentes. Donc par exemple, une analyse en composantes principales, ACP, ou alors une ACP à noyau, un auto-encodeur, donc ça c'est un réseau de neurones particulier, où il y a plein d'autres méthodes, par exemple des locally linear embeddings ou des stochastic neighbor embeddings. Nous, on va s'intéresser à la méthode la plus simple, c'est l'analyse en composantes principales. Donc on est conscient que c'est une des méthodes les plus simples à utiliser, parce qu'il y a une relation linéaire entre les entrées et les sorties, mais ça nous permettra d'avoir, on va dire, un premier résultat qui est facilement interprétable, et si cette méthode ne fonctionne pas, on pourra utiliser autre chose. Par exemple, un auto-encodeur qui permettra donc d'avoir des relations non linéaires entre les entrées et les sorties. Alors comment va se passer la réduction de dimension? Donc on part d'une base de données remplie avec les préférences des agents. Vous vous rappelez, c'est une des données d'entrée dont on a besoin pour faire un optimal power flow. Cette base de données, comme toujours quand on fait du traitement de données, on la sépare entre une base de données de test et une base de données qui va nous servir pour l'entraînement ou la construction. Donc on part de notre base de données d'entraînement. On calcule notre OPF pour chaque point de fonctionnement. Donc on le calcule en fait plein de fois pour plein de points de fonctionnement différents. Et ça nous donne nos prix nodaux. Comme on le fait pour plein de points de fonctionnement différents, on peut créer une matrice des prix nodaux et que j'appelle grand PN. Et à partir de cette matrice des prix nodaux, je peux faire une analyse en composantes principales pour déterminer les composantes principales de ma matrice et ainsi faire ma réduction de dimension. Donc la sortie de mon analyse composante principale, c'est une matrice qui me dit quelle dimension est importante et quelle dimension n'est pas importante, et donc je peux la laisser de côté et donc faire ma réduction de dimension. Et donc ensuite, on teste cette méthode sur des données qu'on n'a jamais vues, donc la base de données de test. On fait notre OPF, ça nous donne nos prix nodaux, et ces prix nodaux-là, on va les compresser à l'aide de notre matrice T. Donc ça va nous donner des prix nodaux Pn', donc je note ici, Pn', c'est les prix nodaux Pn passés à travers la matrice T. Donc c'est mes prix nodaux dans une nouvelle dimension qu'on peut appeler la dimension latente. Donc ça me donne les Pn' qui valent Pn'1 jusqu'à Pn', et comme ces vecteurs-là, ils sont ordonnés du plus important au moins important, ça c'est une propriété de l'analyse en composantes principales, je peux supprimer les derniers vecteurs et je perds de l'information, mais le moins possible. Et donc je note Pnk, le vecteur pour lequel j'ai gardé les k premières composantes. Et donc il s'écrit Pn' fois k. Et ensuite, ça veut dire que ici je suis là, je repasse dans l'espace initial en appliquant la transformée inverse, donc en appliquant Tn-1. Et donc là, j'ai mes prix nodaux réduits, donc qui doivent être proches des prix nodaux initiaux, mais pour lesquels on a perdu de l'information. Et là, je peux faire mon power flow, c'est-à-dire calculer l'état du réseau si j'injecte ces prix nodaux réduits. Et je compare l'état du réseau en les contrôlant avec les prix nodaux réduits et en les contrôlant avec la solution optimale. Donc là, je redis, c'est important. On utilise une ACP. On sait que c'est une méthode qui est assez simple et qui permet d'avoir que des relations linéaires entre l'entrée et la sortie. Mais on va voir que c'est déjà suffisant pour avoir des résultats intéressants. Alors le k-test, je ne vais pas m'apesantir parce qu'il est aussi décrit dans la contribution. Je vais juste te dire qu'on a utilisé pour les séries temporelles de photovoltaïque
et des appartements, donc des consommations, une base de données qui s'appelle Smart Étoile, an Open Data Dataset and Tools for Enabling Research and Sustainable Homes. Une base de données pour les séries temporelles de véhicules électriques, Residential Electric Vehicle Charging Datasets for Apartment Building. Et pour le prix du réseau, j'utilise les prix spot du marché Apex qui sont enregistrés en temps réel sur ce GitHub-là. Toutes les simulations sont open source et sont disponibles sur le GitLab du laboratoire SATI. Donc je vous invite à y aller faire un tour. Donc résultats. Je vais d'abord vous présenter les résultats pour une situation particulière, c'est-à-dire un point de fonctionnement du réseau. Ce que je présente ici, c'est la tension du réseau en fonction de la distance au point de couplage commun. Donc le point de couplage commun, c'est ce point-là, c'est-à-dire le point pour lequel on est relié au réseau principal. Donc tout ça, c'est mon réseau de distribution. Et là, on est relié via le transformateur BT-HTA. Donc là, on observe l'évolution des tensions du réseau en fonction de la distance au point de couplage commun. Pour une première... Donc en vert, ici, on a l'évolution des tensions en utilisant l'OPF, donc en utilisant la solution optimale, et on voit que les tensions sont contenues dans les limites qui sont donc... alors là, c'est les tensions normalisées, donc 1, c'est la tension 230 volts, et plus 10%, moins 10%. Donc on voit que la solution verte est bien contenue dans les limites, c'est normal, c'est la solution issue de l'optimal power flow. En bleu, c'est ce qui se passe si on utilise 1% des variables latentes. Donc là, on voit que la solution elle est très différente et surtout que la majorité des tensions sont en dehors des limites imposées, donc qui sont de plus ou moins 10%. Et enfin, en orange, c'est la situation où on utilise 2% des variables latentes et on voit que ça se rapproche déjà beaucoup plus de la solution optimale. Donc on voit que plus on augmente le nombre de variables latentes, plus l'écart de tension diminue. Ça, c'est satisfaisant, c'est ce à quoi on s'attendait. Pour une deuxième simulation, donc ça c'est pour un premier point de fonctionnement, le deuxième c'est pour un autre point de fonctionnement. Donc là on voit les tensions, elles ont plutôt tendance à être en limite basse, mais toujours dans les limites. Et donc là on voit qu'en utilisant seulement 1% des variables latentes, on est beaucoup plus proche de la solution optimale. Donc on voit que c'est très variable selon les cas, selon les configurations. Et donc en utilisant 2% des variables latentes, on se rapproche encore plus de la solution optimale, mais comme la solution optimale était déjà en limite de contrainte, et ben ça fait que la solution avec 2% en orange là, elle viole une partie des contraintes de tension. Donc de ça, on peut retenir que de faibles variations de tension peuvent entraîner un très grand nombre de violations. Et ça, on va le voir juste après. Donc ça, c'était pour deux cas particuliers. Et maintenant, je vais vous présenter des résultats plus généraux où on a fait des statistiques sur l'ensemble des situations particulières qu'on a rencontrées. Donc, pour l'ensemble des situations, cette première figure, elle représente l'évolution de la variance expliquée en fonction du nombre de variables utilisées. Et donc ce qu'on voit, c'est quand tu utilises 1% des variables duales, on explique déjà 90% de la variance, et on voit que plus on utilise de variables, jusqu'à 100%, plus on explique de la variance. Donc ça, c'est assez naturel. Et on voit que donc l'ACP capture 99% de la variance expliquée des 2% de variables latentes. Donc ça, c'est un résultat qui est encourageant, mais en fait, on va voir que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc on va analyser avec 3 métriques les résultats qu'on a obtenus. Donc la première métrique, c'est le welfare. La deuxième, c'est les différences de tension. Et la dernière, c'est la fréquence des violations de tension. Donc la première figure, c'est la différence de welfare, donc la différence de coût total entre la solution OPF et la solution que je vous présente, en fonction
du nombre de variables latentes. Donc, comme prévu, d'abord, il y a l'écart moyen, les valeurs minimum et maximum, la médiane et les différents déciles. Donc à chaque fois qu'on prend une teinte, on prend un décile. Et donc ce qu'on voit sur cette figure, c'est que, comme prévu, quand on utilise 100% des variables latentes, il n'y a pas de différence de coût entre la solution optimale et la solution compressée. Et c'est normal parce qu'à 100%, en fait, on n'est pas compressé. On peut faire la même chose en regardant les différences de tension et les différences de fréquence de violation. Donc vous avez les formules ici, elles sont aussi détaillées dans le papier. Donc il faut faire attention, les échelles sont linéaires entre 0 et 1%, et ensuite logarithmiques entre 1% et 100%. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a été capable de tracer la performance optimale qu'on peut obtenir en utilisant un certain nombre de variables latentes. Donc l'objectif qu'on s'était donné au début de tracer cette courbe et d'être capable donc de donner les meilleures performances accessibles, en fait c'est ce résultat-là. Alors il faut garder en tête que ça c'est pour un réseau particulier, le réseau que j'ai présenté tout à l'heure, et qu'il faudrait être capable de généraliser ces résultats-là pour l'ensemble des réseaux de distribution. Donc pour conclure, la méthode que j'ai proposée permet de donner la performance maximale en fonction du nombre de variables de contrôle, et on a discuté les différentes métriques. En perspective, on pourrait généraliser à d'autres réseaux, et par exemple, comparer des algorithmes existants issus de la littérature pour les placer sur le diagramme que je viens de présenter. Et enfin, on pourrait tester d'autres réductions de dimensions, par exemple des réductions de dimensions non linéaires, donc comme par exemple l'auto-encodeur, pour voir si on arrive à compresser encore plus d'informations. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible à l'adresse dans la description de la vidéo. Merci.